Christophe Cadiou, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 6 avril 2021, nous sommes sur les bords de la Charente, nous sommes à Rochefort. Vous êtes professeur d'histoire, vous êtes l'un des rares, voire le seul historien à vous être penché sur une histoire terrible, l'histoire d'un crime contre l'humanité, l'histoire de la traite des Noirs et de l'esclavage. Christophe Cadiou, quelle est l'importance que Rochefort a occupée dans cette histoire? Alors Rochefort est un port qu'on a qualifié aujourd'hui de secondaire lorsqu'on parle de traite négrière, c'est-à-dire qu'il vient loin en termes de volume d'esclaves transportés entre la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, loin derrière des ports comme Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Le Havre, mais joue dans la même catégorie que des ports dits secondaires comme Dunkerque ou Marseille par exemple. Et c'est surtout une chronologie particulière qui concerne Rochefort, c'est-à-dire qu'il y a une grosse césure entre le début du XVIIIe siècle et l'extrême fin du XVIIIe. Entre les deux, il y a un blanc, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'activité négrière, et c'est justement ça qui m'a interpellé dans le thème de la traite négrière sur Rochefort. Alors c'est ça qui vous a interpellé. Rochefort est finalement une ville très récente, puisque en réalité c'est à partir du XVIIe siècle que naît cette ville. D'après vous, qu'est-ce qui fait la particularité de Rochefort dans cette histoire? Alors, ce qui fait la particularité de Rochefort, c'est que, comme j'avais dit dans un de mes articles, c'est le premier port arsenal négrier du royaume, loin devant Brest, loin devant Toulon, et ça implique pas simplement le transport d'esclaves. Ça veut dire aussi que Rochefort a joué un rôle de première importance, et quand je dis Rochefort, je parle de la marine royale, dans la logistique. Par exemple, il y a des missions de convoi, parfois des participations directes de frégates ou de navires du roi à la déportation d'esclaves, au transport d'esclaves. Il ne faut pas oublier que, par exemple, que Louis XIV détenait environ 25% des parts dans la compagnie de la Ciento au tout début du XVIIIe siècle, et que forcément la marine royale a été sollicitée pour en quelque sorte solidifier, consolider cet engagement économique du roi. Il y a aussi des particuliers qui ont joué un rôle, puisque Rochefort, comme vous le dites, est une ville récente. Elle n'a pas eu le temps de constituer une bourgeoisie marchande suffisamment étoffée, avec des reins financiers solides. Et lorsque le commerce négrier se développe au XVIIIe siècle, eh bien, ceux qui vont financer ces expéditions, ce sont essentiellement des marchands qui se sont préalablement enrichis en fournissant à la marine des matériaux divers et variés, tels que des cordages, de la farine pour le commerce avec les colonies, enfin en tout cas pour l'approvisionnement des colonies. Donc des marchés privés, en tout cas privés protégés plutôt par l'État, qui leur a permis d'amasser certaines fortunes. Mais en tout état de cause, on ne peut pas dire que ces marchands-là se soient enrichis grâce à la traite. Disons qu'ils ont investi dans la traite parce que déjà riches. Parce que déjà riches, c'est un peu la même histoire qu'on retrouve dans les grands ports d'ailleurs de la façade atlantique. Nous sommes ici en Nouvelle-Aquitaine, vous savez qu'on a La Rochelle d'un côté, Bordeaux de l'autre. Christophe Cadiou, pour ce qui est du volume, on ne va pas se lancer dans une sorte de compétition macabre qui a envoyé le plus de bateaux, qui ont fait la traite des Noirs, qui a déporté le plus d'esclaves, mais c'est quand même important. Comment aujourd'hui vous évaluez finalement la participation de Rochefort à cette histoire? Alors la participation, si d'un point de vue strictement comptable, effectivement, on est aux alentours d'une trentaine de navires, un peu plus que ce qu'avait recensé Jean Métas dans son ouvrage, dans son répertoire des années 1970, parce que je me suis appuyé moi plutôt que sur le port de départ, sur les armements qui financent, qui arment le navire, et puis surtout le répertoire de Jean Métas, lui, ne prenait pas en compte les navires du roi qui, pendant la compagnie de la Ciento, soit ont transporté directement des esclaves, soit ont escorté des navires négriers, donc indirectement ont permis à ce commerce de se pratiquer dans une période de guerre. Par contre, en termes d'esclaves, on est aux alentours de quelques milliers. Alors oui, c'est vrai que par rapport aux millions d'esclaves de la traite portugaise, par exemple, ou brésilienne, c'est dérisoire. N'empêche que même un seul esclave noir, ça fait malgré tout de celui qui arme le navire un négrier. C'est ce que disait Serge Daget. Hein. Tout à fait. Est-on moins négrier d'avoir déporté un seul esclave que 200? Donc Christophe Cadiou, ce que vous expliquez là, c'est qu'il y a une implication de la marine royale. Et comment cette implication se manifeste concrètement? Elle se manifeste, c'est ce que je vous disais, c'est d'abord par des prêts de navires.
des prêts de navires, soit des particuliers, au moment de la compagnie de la Ciento. Elle se manifeste aussi par des convois, des navires de guerre qui escortent des expéditions négrières, dans l'optique donc de livrer, conformément au traité d'Asiento, aux colonies espagnoles d'Amérique, les esclaves, le quota d'esclaves qui est prévu. Et puis aussi escorter le retour, les navires chargés de sucre ou de piastres espagnols. Et puis il y a aussi la course faite aux navires négriers des nations adversaires ou voire ennemies. Et il y a enfin le fait que la marine a été souvent un marché protégé pour ceux qui deviendront plus tard des marchands négriers sur Rochefort qu'on connaît, hein, qu'il s'agisse d'Ebre de Saint-Clément. Encore une fois, ce monsieur était déjà riche, hein, il ne doit pas sa fortune au commerce négrier, c'est un négrier occasionnel, on va l'appeler comme ça, mais il y a participé à 2 reprises. Alors qu'au Rochefort, on a aussi des négriers d'envergure nationale, puisque nous avons un Jean Guérin-L'aîné, dont la tombe se trouve à Échillé, qui terminera président du tribunal de commerce sous Napoléon Ier, et qui arme à lui seul 5, voire, c'est à confirmer, 6 navires négriers au cours de sa carrière. Ce que vous dites aussi dans vos articles, c'est finalement aussi l'implication des officiers de la marine. C'est qu'on retrouve à Rochefort une concentration assez importante pour la taille de la ville de Noirs qui étaient amenés et déclarés par ces officiers de marine. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique que les officiers de marine soient aussi importants à Rochefort, à employer des Noirs au XVIIIe siècle qui ne pouvaient qu'être esclaves? Alors d'abord, ça tient, je pense, au fait que Rochefort étant un port principalement destiné au ravitaillement des colonies, très vite sa fonction d'arsenal devient, je dirais, plutôt secondaire. Hein. C'est plutôt un arsenal colonial, on va dire. Et il y a des passerelles nombreuses transatlantiques de chaque côté, donc entre le monde des Antilles, et donc le monde des planteurs, et le monde des officiers. Il y a des liens qui se créent, des liens familiaux, au départ des mariages. Il y a donc des intérêts matériels en jeu, il y a des familles comme ça, par exemple de la Sauzée au début du XVIIIe siècle, qui se marie avec une fille de planteur, qui se retrouve du coup à la tête d'une belle fortune. Il y a des intendants de marine, Beauharnais, célèbre planteur des Antilles également. Bon. Et puis forcément, il y a des défenses d'intérêts au moment de la Révolution française, avec l'existence du coup d'un lobby colonial qui s'oppose donc bien sûr à la Société des Amis des Noirs et qui fait de l'agitation, on dirait aujourd'hui l'agitation propagande sur Rochefort pour empêcher le vote de l'abolition par la Constituante. Donc en fait finalement ce que vous nous dites Christophe Cadiou, c'est que Rochefort s'intègre dans une pensée coloniale, une structure coloniale qui effectivement est menée dans notre région par les grands ports comme Bordeaux et La Rochelle, mais que la particularité de Rochefort aujourd'hui, c'était d'avoir été un port de la marine royale, un arsenal. Christophe Cadiou, on va en finir donc par cette dernière question. Que nous renseigne cette histoire? Qu'est-ce qu'elle nous dit de notre actualité aujourd'hui? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit de notre actualité? Je dirais le poids de la conjoncture déjà, c'est-à-dire le poids des ordres, le poids de l'État, puisque Rochefort étant un arsenal, c'est un lieu d'État ici. Et si c'est un lieu d'État, il obéit, je dirais, à la conjoncture politique. Quand au XVIIIe siècle, l'État encourage la traite négrière, Rochefort s'investit dans la traite négrière. Quand au début du XIXe, après l'abolition de la traite, je parle avant l'abolition de l'esclavage, mais après l'abolition de la traite, l'État français se fait répressif aux côtés des Britanniques. Rochefort devient un point de départ de croisière anti-traite illégale. Donc Rochefort, je dirais, c'est presque un arsenal négrier opportuniste en fonction de la politique décidée à Paris. Concernant la trace aujourd'hui dans notre histoire locale, justement, il y en a très peu, puisque pas par déni ou c'est une question d'ignorance, c'est quelque chose qui a été longtemps ignoré, puisqu'ici on dissociait, et c'est encore largement le cas en France, un port militaire, on ne voyait pas le rapport avec les activités marchandes. Donc en Charente-Maritime, c'était plutôt La Rochelle, le port négrier. Rochefort, c'était la Royale, c'était beaucoup plus noble. On ne se salissait pas avec ce genre d'activité, même si, encore une fois, il faut le préciser, ça reste une activité très marginale dans l'activité du port de Rochefort. Une activité marginale, mais une activité qui rejoint une conscience collective aujourd'hui, nationale et internationale, autour de la nécessité de reconnaître
et de réparer. Et c'est tout le sens du travail que nous essayons de mettre en place. Et je vous remercie, Christophe Cadieux, d'avoir participé à cette interview. Et je vous dis à bientôt. Merci.